Chercheur, c'est plus un état d'être qu'un métier. C'est l'envie d'aller voir, d'explorer, et que l'exploration, elle est donnée à tout le monde, en fait, et pas seulement aux chercheurs académiques. Même si derrière, on galère plus à le valoriser quand on l'est pas, ou on le valorise de façon différente. Aujourd'hui, je sais que l'art, par exemple, c'est clairement une manière d'explorer un territoire. Enfin, tout le monde explore à sa manière, quoi. Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Daphné Buiron. Glaciologue de formation, Daphné allie son travail de scientifique avec son goût pour l'aventure pour transmettre un message profondément écologique et humain. En tant que chercheuse, Daphné explore les régions les plus reculées du globe, associant observation scientifique, expérience sensible et émerveillement face à des écosystèmes fragiles. Daphné nous rappelle, au travers de son travail de scientifique mais également de conférencière, d'écrivaine et de photographe, l'importance cruciale de préserver ce qui fait la beauté de notre planète. C'est pourquoi Daphné adopte cette position d'exploratrice de terrain, afin de nous guider, au travers de la science comme de l'art, vers des futurs plus soutenables. Daphné, on commence très simplement par une petite question. Pourrais-tu nous dire qui tu es ? C'est pas une petite question. C'est une énorme question qui pourrait prendre tout le podcast. Donc, qui je suis déjà, je suis une femme de 40 ans. Et si on veut définir plus au niveau de mes activités principales, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup et qui s'intéresse notamment aux océans, aux régions polaires depuis pas loin de 20 ans maintenant, enfin 15 ans en tout cas, et qui a eu qui fait différentes activités, que ce soit de l'exploration, du partage, de l'accompagnement, de la science. Ok, trop cool. Et donc de formation, tu es glaciologue ? Oui, c'est ça. J'ai une formation scientifique en sciences de la Terre. Donc, parcours universitaire normal, basique de la licence en sciences de la Terre à Lyon et le master sciences de la Terre axé recherche à Grenoble. Parce qu'à Grenoble se trouvait donc le plus grand laboratoire de glaciologie. Et ce qui m'intéressait déjà quand j'ai commencé ce master, c'était les régions polaires et notamment l'Antarctique. Et devenir glaciologue était un chemin pour atteindre ces régions. Et donc, grâce au master, j'ai pu faire mes stages de master dans le laboratoire de glaciologie. Et j'ai continué ensuite en thèse, logiquement, à la suite de mon master 2 dans ce même laboratoire. Ok. Une thèse qui portait sur quel sujet ? Donc, c'était sur l'étude des carottes de glace. Donc, les fameuses carottes de glace dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc, l'étude des paléoclimats qui sont enregistrés dans les carottes de glace polaires. Donc, pendant ma thèse, j'ai analysé notamment une carotte de glace, une nouvelle qui avait été forée dans une zone côtière en Antarctique. Et mon travail, c'était de construire la chronologie, donc de dater cette carotte de glace pour qu'ensuite on puisse discuter les analyses des autres éléments qui étaient mesurés à l'intérieur, notamment les isotopes de l'eau, le climat, etc. Donc c'était un projet international, européen, très intéressant, pendant lequel j'ai pu aller au Groenland, qui ont été mes premiers pas au niveau des glaces, au niveau des régions polaires, pour un mode forage en été où j'ai assisté à un forage justement glaciaire sur la calotte de glace. Et donc, tu disais que tu avais fait finalement ces études parce qu'elles pourraient te permettre d'aller vers les pôles, vers les glaces. D'où est-ce que ça vient, ça ? D'où est-ce que tu as ressenti cette envie d'aller dans le froid là-bas ? Et aussi, peut-être, est-ce que tu t'es dit à un moment... étudier les carottes glaciaires, donc qui sont des longs tubes de glace, c'est un peu ça. Étudier les carottes glaciaires, c'est bien, mais moi, ce que j'ai envie, c'est peut-être d'aller plus sur le terrain, plus aller voir directement. Oui, c'est ça. Alors, j'ai toujours du mal à me rappeler exactement d'à quel moment c'est venu, mais je pense que c'est au lycée. J'ai toujours aimé, de toute façon, tout ce qui était un peu exploration, que ce soit niveau sciences de la vie de la Terre, soit niveau archéologie. Comme tout le monde, j'ai voulu être vulcanologue, archéologue, après astronaute pendant très longtemps au collège. Ça s'est révélé pas possible, astronaute. Et au lycée, j'ai entendu parler pour la première fois de l'Antarctique.
Parce qu'à l'époque, en fait, on n'en parlait jamais. Aujourd'hui, à l'école, ils ont des cours sur les régions polaires. Nous, c'était pas du tout le cas. C'était encore assez inconnu. Et entendre parler aussi justement des premiers forages glaciaires qui avaient lieu. Il y avait les premiers résultats des grands forages glaciaires en Antarctique, de Claude Lorius qui commençait à faire des conférences, etc. Et ça m'a fascinée. C'était un peu comme une autre planète sur Terre. Hein, donc finalement, ça rendait un peu le rêve d'astronaute accessible, je crois. Et j'ai commencé à me passionner pour ce continent. Et du coup, j'ai eu une obsession qui était d'arriver à y aller un jour. Ce qui n'est pas extrêmement facile comme objectif, puisque l'Antarctique, on le sait, c'est le seul endroit où personne n'habite, qui est le plus inaccessible, le plus loin, et puis le plus protégé aussi. Donc en gros, on n'a pas le droit d'y aller si on n'a pas une bonne raison. Voilà, donc il y avait deux moyens. À l'époque, il y avait encore très peu de tourisme, et c'était de toute façon déjà très très cher, donc c'était pas la peine. Et puis je préférais y aller longtemps. Donc c'était arriver à trouver, y aller pour une mission sur une base en fait. Hein. Je savais que la France avait 2 bases scientifiques en Antarctique, avec des hivernants qui partaient tous les ans. Donc voilà, je me suis dit, dans les études, je sais que je vais faire plutôt de toute façon dans les sciences de la Terre. Et donc, en étudiant les glaces, il y a peut-être plus de chances qu'on m'envoie là où il y en a. Et en plus, ça m'intéressait aussi, bien sûr, à la climatologie, etc. Mais c'était pas qu'un raisonnement utilitariste pour avoir accès aux glaces. Non, sinon j'aurais aussi pu faire boulanger parce qu'on m'envoie tous les ans, ça m'aurait plu aussi, je pense, mais c'était différent quand même. Donc, tu as finalement réussi à réaliser ce rêve. Est-ce que tu pourrais nous décrire la première fois que tu t'es retrouvé là-bas? Oui, parce que finalement, donc pendant ma thèse, c'était chouette. On me faisait analyser des pots de glace d'Antarctique, mais ils avaient déjà été forés, donc c'était trop tard pour m'envoyer moi, donc c'était encore raté. Et j'avais pas été prise les premières fois où j'ai candidaté à l'Institut Paul-Émile Victor pour hiverner. Et ça a été justement juste avant ma soutenance de thèse, où en discutant avec les chercheurs du laboratoire qui étaient en charge d'un des programmes qui envoyait des hivernements là-bas, que je me suis rendu compte qu'il leur manquait encore la personne de l'année d'après. Je dis, mais tu sais, moi je suis toujours intéressée, hein, et alors que j'y croyais plus, en fait, j'avais commencé à laisser tomber vraiment ça dans ma tête, partir sur autre chose. Et donc il me dit, ok, et puis on a fait le dossier, et cette fois c'était la bonne. Donc après il faut attendre 1 an avant de partir, donc c'est aussi 1 an de préparatifs, etc. Et donc je suis partie pour la première fois, c'était en décembre 2011. Et là, le voyage a vraiment commencé quand on atterrit en Tasmanie et on monte sur le bateau qui était, à l'époque, l'ancienne Astrolabe, là, le brise-glace, qui était le seul à traverser jusqu'à la base du Mont D'Urville. Donc c'est une dizaine de jours de traversée. Et puis j'ai eu de la chance parce que ça peut être un enfer sur ce bateau. Et nous, on a eu une très belle traversée, des belles conditions, donc vraiment tout le sentiment de traverser l'océan, puis d'arriver petit à petit les premières glaces, la première faune, les oiseaux, les icebergs de plus en plus gros, jusqu'à approcher la calotte. Donc c'était vraiment fantastique. Est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ça sert d'aller dans ces régions désertiques et de mener ce travail scientifique de recherche? Et quel est le but derrière toi quand tu vas là-bas? Là, dans le cadre de cet hivernage, en tout cas, donc j'étais comme tous les jeunes qu'on envoie dans les bases, hein, c'est des statuts VSC qu'on a aujourd'hui. Donc on est plus technicien de recherche, c'est qu'on est envoyé pour un programme. C'est souvent des observatoires. Là, c'était le cas de recherche qu'on appelle ça. C'est des programmes qui tournent pendant très longtemps sur des longues échelles de temps pour voir l'évolution de certains paramètres sur le long terme. Donc ça veut dire, par exemple, moi j'étais envoyée pour l'observatoire à la fois de chimie de l'atmosphère et puis de glaciologie. Donc, glaciologie, c'était assez léger comme manip, c'est 1 fois par mois. Il fallait qu'on aille, on était 2 sur le programme. On allait relever la hauteur des balises d'accumulation qui sont plantées dans le glacier qui se trouve juste à côté de la base, qui est un champ d'observation mené par le laboratoire de glaciologie de Grenoble. Et donc, ça permet d'avoir des données d'évolution de bilan de masse tous les mois, et ils font ça pendant des années. Chaque année, le nouveau prend la suite. Et la même chose pour la chimie de l'atmosphère. Donc là, c'était tous les jours. On échantillonnait l'air à 3 endroits différents autour de la base. Et on analysait une partie et l'autre, on la stockait pour ramener les échantillons. Et là, c'est une analyse à long terme de l'évolution du cycle des espèces soufrées dans l'atmosphère, qui sont en fait des traceurs de l'activité biologique de l'océan. Parce que c'est des espèces qui sont émises par les microalgues dans les embruns.
Et donc d'étudier ça sur 20 ans, 30 ans, ça permet de voir comment évolue cette activité biologique, est-ce qu'il y a des changements, quels sont les cycles saisonniers, quel est le lien avec l'étendue de la banquise, voilà. Donc après, ça peut être soit on est sur des programmes à long terme comme ça, qui permettent de comprendre des phénomènes sur des longues échelles de temps, et soit on est sur des programmes plus courts, ciblés sur étudier, là, il y en a qui étudiaient pendant 1 an les chants des manchots, la communication des oiseaux. Donc il y a plein de thématiques différentes qui sont autour de la base. Chaque scientifique vient étudier son programme. Et le but de toute exploration scientifique, c'est d'élargir nos connaissances sur ces mondes justement qui sont éloignés, mais qui sont très importants dans le système climatique global. On sait que les régions polaires sont liées aux océans, sont liées au climat qu'on a ici. Tout est lié de toute façon. Donc c'est une curiosité scientifique et puis une utilité pour mieux comprendre ce qui se passe et donc mieux prévoir la suite en général. Et toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'a fait de te retrouver là-bas pendant 1 an? Est-ce que ça a changé quelque chose profondément en toi? Et quel a pu être ton ressenti de te retrouver dans ce lieu complètement isolé, coupé d'une certaine manière de la réalité dans laquelle tu avais grandi depuis toute petite? Ouais, je crois qu'en fait, c'est toujours dur d'analyser après coup, mais ça s'est très bien passé parce qu'en fait, ça faisait tellement longtemps que je me projetais, que j'avais tellement travaillé le sujet dans ma tête qu'en fait, je me sentais complètement, je découvrais pas quoi un nouvel endroit, j'étais pas choquée, je savais à quoi m'attendre, même si on sait jamais à quoi t'attendre et que évidemment ça ressemble jamais à ce qu'on imagine. Et c'est beaucoup plus grandiose que ça, mais j'étais dans mon élément, quoi. Je veux dire, c'était un choix profondément réfléchi, préparé. Donc ça a été plutôt logique d'être là et je me suis, même s'il y a des périodes au début, là quand on arrive, c'est l'été, la campagne d'été est assez stressante et puis on arrive, il y a beaucoup de choses parce qu'on a la passation avec les anciens, donc on n'a que quelques semaines pour qu'ils nous montrent tout, qu'ils nous expliquent tout. Et il y a beaucoup de monde sur la base, parce que tout le monde vient les 3 mois d'été. Donc c'est un peu, c'est un peu le rush du début, un peu le stress. Puis après, quand tout le monde s'en va et que le dernier bateau part, on se retrouve avec vraiment notre petit groupe d'hivernage avec qui on reste 8 mois. Et là, le rythme ralentit, se met en place, on se met à avoir nos repères temporels, géographiques aussi. Tu disais que c'était ton élément, l'Antarctique. Est-ce que d'aller dans ces régions polaires, désertiques, c'est une manière aussi de fuir un peu le monde qui nous entoure, ou alors est-ce que c'est au contraire essayer de se reconnecter avec le vrai monde, ce qui te fait vraiment vibrer toi? Aujourd'hui, c'est vrai que je continue à le faire. Je pense que c'est à la fois les deux, c'est-à-dire que ça devient très vite addictif, bien sûr, d'être dans ce genre d'endroit parce que ça fait tellement du bien d'être en dehors de la société un moment et d'être au calme que on y prend goût. Mais je sais pas. Alors là, c'était pas une fuite parce que moi, c'était vraiment un rêve que je poursuivais, donc je voulais aller voir ça. Je dis que c'est mon élément, clairement pas physiquement, hein. Moi, je suis extrêmement frileuse, donc j'ai froid tout le temps. Mais juste on s'adapte et puis on fait ce qu'il faut pour être bien. On fait très attention aussi au niveau de la sécurité. Je veux dire, c'est des environnements qui peuvent être dangereux, qui sont justement sauvages, assez austères. Il y a des blizzards, voilà. Je suis pas, moi, du tout une aventurière qui aime le risque, donc je vais être assez raisonnable là-dessus, mais ça n'empêche pas de faire, de faire des super belles choses quand même et d'aller voir. Aujourd'hui, je pense que je prends conscience, en fait, quand je vais dans ces régions, même si je continue à y aller souvent en tant que conférencière, guide dans un contexte plus touristique. Pour moi, ça reste mon terrain d'étude, au moins personnel, dans le sens où je me rends compte à quel point c'est précieux d'avoir la chance de voir, en fait, ces endroits tels qu'ils sont encore aujourd'hui. Et de plus en plus aujourd'hui, qu'on sait que ça change, on prend conscience de l'importance justement de voir comment c'est avant, d'avoir ce témoignage, ce vécu, comme un patrimoine, en fait, qu'on acquiert, je trouve, tout en appréciant ces moments de bulle, hein, comme vous dites. Du coup, de formation, t'es chercheuse scientifique. Est-ce que tu dirais que cette appétence pour la recherche, de chercher quelque chose, se cantonne vraiment qu'aux scientifiques chez toi? Alors non, pas du tout. Justement, c'est quelque chose qui m'a posé problème à un moment, cette définition du chercheur, puisque après mon hivernage, justement, j'ai pas tout de suite repris la recherche. D'abord, j'ai
faut le temps de rentrer, hein. Donc voilà, j'ai voyagé en rentrant, je suis pas rentrée tout de suite. Après, on arrive au milieu d'année, donc de toute façon, on va pas candidater à des choses quand on rentre. Donc ça m'a pris 2 ans, en fait, en rentrant pour retrouver l'envie, de me dire: «Allez, là, je vais rechercher un postdoc. Maintenant, il est temps, j'ai envie». Et après, 2-3 ans sans avoir faire de recherche, en fait, c'est très compliqué de trouver un poste, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc j'ai pas trouvé de postdoc dans le domaine qui m'intéressait. J'ai fait 1 an, comme ingénieur de recherche en chimie de l'atmosphère. Donc c'était du laboratoire, et cetera. C'était intéressant, mais le terrain polaire me manquait. Puis c'est là où j'ai commencé à travailler comme guide. Mais je me rendais bien compte qu'il y a une différence entre, les gens qui sont chercheurs, et les gens qui sont guides, parce qu'ils sont passionnés par le tourisme, par exemple. Enfin, on arrive tous d'horizons différents. On est tous là pour des raisons différentes. Et pendant longtemps, j'ai eu ce regret un peu de pas arriver à être dans l'académique, recherche, puisque tout est cadré. On peut pas vraiment avoir accès à des programmes de recherche quand on n'est pas chercheur académique. Ça ferme beaucoup de portes. Et en même temps, en moi, j'ai toujours fait du terrain par passion pour explorer, par curiosité, pour voir, pour comprendre et pour partager. Donc, finalement, je me suis rapidement trouvée à écrire des articles pour la presse et à comprendre que chercheur, c'est plus un état d'être qu'un métier. C'est l'envie d'aller voir, d'explorer, et que l'exploration, elle est donnée à tout le monde, en fait, et pas seulement aux chercheurs académiques. Même si derrière, on galère plus à le valoriser quand on l'est pas, ou on le valorise de façon différente. Aujourd'hui, je sais que l'art, par exemple, c'est clairement une manière d'explorer un territoire, la géographie, voyager de différentes manières. Tout le monde explore à sa manière, quoi. C'est intéressant ce lien que tu fais entre science, recherche et art, parce que ça peut avoir l'air contre-intuitif, avec quelque chose de très rationnel, avec des protocoles bien déterminés et quelque chose de beaucoup plus poétique. Comment est-ce que tu vois ce lien entre science et art? Oui, ça a beaucoup évolué dans mon parcours aussi, complètement, moi qui étais très scientifique, sciences dures. Alors là, j'ai viré complètement dans l'autre sens aujourd'hui. Je pars complètement live en niveau justement poésie, exploration du sensible, parce que c'est un parcours qui fait qu'on évolue dans ce sens-là. Après, j'ai toujours été passionnée de littérature, j'ai toujours lu beaucoup petite, donc je pense que c'était déjà là. Mais en fait, par ce besoin, par exemple, j'ai écrit un premier livre, c'est venu naturellement, alors que je pensais pas écrire un livre un jour, mais qui a été un livre documentaire portant sur l'histoire du navire l'Astrolabe, donc ce premier bateau. En fait, ce navire m'a énormément marqué parce que c'est lui qui m'a emmené en Antarctique, mais c'est aussi lui qui m'a ramené d'Antarctique. En fait, le retour, on est resté bloqué dans les glaces pendant 1 mois, qu'on a mis 1 mois sans bouger, vraiment, sur l'Astrolabe. Donc c'était extrêmement long et en même temps, c'est une expérience qu'on n'oublie pas, hein. Et quelques années après, j'ai appris que ce bateau allait être, c'était la fin de sa vie, quoi. Il avait déjà plus de 30 ans, donc il allait être mis à la casse. À la base, finalement, il a eu un autre destin, mais et ça est devenu une évidence. On s'est dit, si on veut lui rendre hommage, c'est maintenant ou jamais, hein. Après, il va être oublié. Et voilà, c'était une évidence que c'était à moi de le faire. Donc, j'ai pris 1 an de ma vie à aller à la rencontre de toutes les personnes que j'ai pu retrouver qui avaient navigué à bord de ce bateau, que ce soit justement des marins, des chercheurs, des artistes, tous les gens que j'ai pu trouver. Et voilà, Stéphane Dugast, qui est journaliste, m'a rejoint dans l'aventure. Donc on a coécrit finalement ce livre. Et je me suis totalement retrouvée dans le fait d'écrire. Et donc après, j'ai continué. Et aujourd'hui, là, j'ai publié un autre livre sur plus un récit sur l'Antarctique. Mais je sais que j'aimerais passer beaucoup plus de temps à ça. Et oui, j'ai découvert que, et je suis pas la seule, aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets art et sciences, c'est pas pour rien, que pour transmettre justement ce qui se fait sur la science et pour explorer, je pense, à une thématique, pas seulement que ce soit un territoire ou une thématique, il y a besoin de coupler, on a besoin des deux, quoi. On a besoin du savoir de terrain ou de savoir de la science pure qu'elle va apporter, et aussi du lien sensible que ça crée, de questionner la philosophie qui est autour de ça, dans le passé ou dans le présent, de l'exprimer de façon différente, de l'illustrer d'une manière qui va toucher les personnes. Donc ça va ensemble, en fait. Tu parles beaucoup d'observation sensible et du coup de ce rapport au sensible. Il y a un philosophe aujourd'hui qui parle du fait que notre société a perdu son rapport au sensible, Baptiste Morisot, qui dit qu'il y a cette perte du sensible aujourd'hui. Est-ce que toi, c'est quelque chose que par contraste, tu ressens et quel est ton avis là-dessus? Oui, et à la fois, je pense qu'il y a aussi cette prise de conscience, qu'il y a eu cette perte à un moment, en tout cas là, ces dernières décennies peut-être.
du sensible, et qu'il y a beaucoup de philosophes comme Baptiste Morisot. En tout cas, j'ai découvert justement depuis, ça fait 2 ans, par exemple, la collection de livres d'Actes de Monde Sauvage, qui est devenue, ça a été une révélation parce que c'est toutes ces personnes-là, c'est des philosophes qui mélangent tout. C'est des livres interdisciplinaires absolument brillants en plus, qui font le lien direct. C'est soit des scientifiques, soit des philosophes, soit des artistes, mais qui font ce lien et qui révèlent justement l'évidence de l'interconnexion entre tout ça, et qui donnent envie de se reconnecter en tout cas, et qui justement le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ont on se rend compte que quand on perd le lien à la nature, le lien à la poésie, le perd sensible, on commence à aller pas très bien, quoi. Et que quand on le retrouve, ou qu'en tout cas on commence à creuser ces sujets, ça fait tellement du bien, où il y a quand même quelque chose là-dedans, quoi. Donc je pense que ça rebascule dans l'autre sens aujourd'hui, puisqu'il y a aussi plein de personnes qui se mettent à s'emparer de ce sujet. Et pourquoi tu dirais qu'on a ce besoin de la connexion avec la nature et de ce sensible? C'est notre nature, quoi. Je pense qu'on respire mieux, dans la nature. On a un besoin de repos que la nature apporte aussi, comme tu disais tout à l'heure. On parlait du fait de ralentir, du fait d'essayer parfois de retrouver un peu notre humanité ne serait-ce que d'un point de vue santé, en fait, de se vider la tête, de se vider l'esprit, de retrouver qui on est. Souvent, on perd vite le fil, et la nature apporte ça. À la suite de tes études et de ta thèse, tu nous expliques qu'il y a eu quelque chose qui s'est opéré chez toi et que tu t'es tourné beaucoup plus vers l'aspect sensible. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché ce basculement chez toi, ou en tout cas le fait de pouvoir naviguer entre ces deux univers? Non, ça a mis beaucoup de temps pour arriver justement à cet intérêt-là sur la poésie, la sensible et tout. Ça fait quelques années que je l'ai, et c'est surtout au fil des lectures et puis des gens qui parlent de tout ça que c'est de plus en plus, je me reconnais dans ça. C'est en écrivant aussi de plus en plus que j'ai ressenti que j'aimais ça, et que du coup ça donne envie de continuer. Donc on se met à lire plus de poésie, donc on bascule dans un domaine nouveau qui nous intéresse. Mais je continue à m'intéresser à la science, et même si j'ai pas trouvé de travail, par exemple là, les bateaux sur lesquels je travaille, il y en a qui accueillent aujourd'hui des scientifiques, et j'ai pu coordonner certaines campagnes de recherche scientifique à bord ces dernières années. Ça m'a replongé dedans, et voilà, je sais que c'est quelque chose qui me passionne, que quand je prépare des conférences, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est passer du temps justement à les préparer, à creuser les actualités. Et du coup, je suis toujours en train, quand même d'essayer de contacter les chercheurs sur les sujets qui m'intéressent. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus à l'Arctique et à la culture inuite, aux vies dans les communautés. Donc, pendant le Covid, j'en ai profité pour suivre des MOOC vraiment dédiés à la connaissance de l'histoire des Inuits, des MOOC de l'Université de Laval au Québec, et à contacter plein de gens dans ce domaine, à me faire toute une culture là-dessus que je continue de développer pour mon plaisir, et puis en me disant peut-être que si de temps en temps j'arrive à faire des projets qui peuvent être dans ce thème-là, utiles à ça, j'aimerais beaucoup que mes études de climatologie puissent être un jour appliquées à être utiles au changement de climat dans le Grand Nord, à faire des projets là-dessus, que ce soit des projets art et sciences, que ce soit quoi que ce soit. En tout cas, moi, ça m'intéresse de mon côté, tout ça. Aujourd'hui, tu donnes pas mal de conférences. L'écriture a aussi une place importante dans ta vie. Comment est-ce que tu décrirais ton rôle dans la société? Qu'est-ce que tu essaies de faire au travers de tes activités? C'est une bonne question que je me pose beaucoup en ce moment. C'est encore pas très stable, donc il y a des choses que j'aimerais changer. C'est justement, je suis dans une période où j'essaye de faire évoluer les choses, donc j'ai pas les réponses à toutes les questions. C'est vrai que j'ai basculé plus aujourd'hui dans des activités autour de communication, d'éducation, parce que c'est ça qui est venu aussi, qu'on m'a proposé de plus en plus. Il y a un besoin, je pense qu'il y a clairement, je me rends compte, un besoin énorme d'informations, mais d'informations simples, justes et claires, pour que les gens sachent où on en est dans le climat. C'est quoi le climat? Comment ça évolue? Parce qu'il y a beaucoup de médias, beaucoup d'informations, de contre-informations, de choses qui fait que les gens s'y perdent. Du coup, le risque, c'est de plus s'y intéresser, de pas chercher l'information, ou alors d'en avoir une fausse, ou
ou de basculer dans justement dans de l'éco-anxiété, dans du désespoir qui fait qu'on se dit bah de toute façon c'est foutu donc autant rien faire, et c'est justement le risque est là parce que je pense qu'au contraire tout est possible justement pour évoluer vers un monde meilleur, pour ne pas tomber dans la catastrophe, et agir aujourd'hui, c'est d'abord avoir la bonne information et quelqu'un qui motive à le faire, à trouver des solutions, innover dans le bon sens, garder espoir. Donc mon rôle peut être dans ça, et auprès des enfants aussi, dans les écoles, que justement ils croient déjà dans leurs rêves avant tout, et puis je crois qu'ils ont beaucoup aujourd'hui déjà une éducation beaucoup plus que nous tournée vers la nature et tout ça, donc c'est motiver ça, c'est très bien. Tu dirais justement que le rêve et l'émerveillement sont les principaux moteurs? Oui, c'est sûr, mais rêver de choses qui soient aussi bonnes pour le monde, qui soient éthiques, bienveillantes, mais ne pas limiter les rêves des enfants, alors que nous on était on a suivi les nôtres, mais et bien sûr que c'est à travers ça, je pense que l'émerveillement est très important, mais l'émerveillement pour la nature, pour la vie, pour chaque journée, essayer de garder cette conscience avant tout du précieux que c'est d'être tout simplement de vivre, de cette chance, de l'expérience qu'on veut en faire chaque jour. Donc après, c'est aussi du développement personnel, c'est aussi plein de choses qui se mélangent, mais oui, pour protéger une nature, un monde, il faut d'abord l'apprécier et avoir conscience qu'elle est là. Avec ton métier, tu as beaucoup voyagé. Quel est ton rapport au voyage? C'est quelque chose dont j'ai toujours envie, c'est quelque chose de très important. Donc on se questionne toujours, surtout aujourd'hui, avec justement cette toute ambivalence de il y a le réchauffement climatique, donc voyager, ça devient quelque chose souvent presque de mal vu. Alors je pense qu'il faut pas faire l'erreur entre il faut voyager le plus éthique possible et pour des bonnes raisons. C'est surtout ça, c'est-à-dire que pour moi le voyage je pense que on peut pas empêcher les gens, je suis pas sûre que ce soit une solution pour le monde de demain, de s'empêcher d'aller voyager, puisque le voyage, c'est l'ouverture aux autres, d'aller voir comment on vit ailleurs. Si on voyage dans ce sens-là, c'est-à-dire le vivre avec une curiosité, j'ai envie d'aller à la rencontre, j'ai envie de comprendre les autres humains, et je pense pas qu'on puisse vraiment être sensible aux autres justement et travailler dans une solidarité mondiale, alors que je pense qu'on a besoin de cette échelle mondiale aujourd'hui pour agir. Le climat, c'est tout le monde le vit. Si on n'est pas sensible à ce que sont les autres, à effectivement une réalité complètement différente de la nôtre qui est ailleurs et qu'on découvre. Et parce que aussi, moi, en tout cas pour moi, un des sens de la vie, c'est de découvrir la planète sur laquelle on est, quoi. Mais le faire d'une manière justement consciente, plus éthique et respectueuse. Donc, tu as fait des études très longues, très spécialisées sur un domaine en particulier. Là, tu nous as expliqué que ça n'avait pas été évident de trouver un métier classique derrière. Comment est-ce que tu as fait pour pas te retrouver à devoir étouffer tes rêves et à quand même réussir à faire ce que tu fais aujourd'hui, à aller là où ça t'intrigue de découvrir de nouvelles choses, sans finalement te ranger dans une carrière plus classique? En fait, c'est quand même des rêves déchus aussi et des compromis, parce que moi, j'aurais, à une époque en tout cas, je sais pas finalement si c'était vraiment pour moi ou peut-être que ça viendra, mais j'aurais aimé continuer un moment dans la recherche polaire, en tout cas creuser un peu plus le sujet pour voir si effectivement il y avait d'autres thématiques et de chercheurs sur l'Arctique par exemple. Donc c'est aussi des deuils à faire. Deuxièmement, il faut trouver une autre manière de faire si là ça vient pas. Et c'est sûr qu'il faut quand même, c'est quand même la passion qui mène. Donc je sais que pendant longtemps je sentais ce besoin de continuer à aller sur le terrain et de trouver des moyens de le faire. Donc finalement, accepter de partir comme guide, c'est pas forcément facile aussi, mais trouver du coup une manière, le vivre d'une autre manière, partager, etc. C'est aller vraiment au jour le jour, garder confiance là où on a envie d'aller et voir ensuite où est-ce que ça mène, quel sens ça a, comment le valoriser, faire des compromis aussi. Et puis c'est pas du tout facile à côté parce que effectivement c'est pas du tout une sécurité de l'emploi, c'est souvent chaotique, c'est souvent pas savoir ce que sera demain, financièrement s'adapter aussi au fait que on voit pas sur le long terme, quoi. C'est voir avant tout ce qui nous fait le plus envie ou qui a l'air d'avoir le plus de sens, et puis relancer constamment. C'est beaucoup d'énergie à candidater à des choses qui mènent nulle part, à faire des dossiers, à essayer, à contacter des gens, mais au fil du temps, ça
permet quand même de tisser un réseau et d'avoir des belles choses qui se font qu'on n'attendait pas forcément. Voilà, comme l'année dernière, j'ai pu aller, on m'a proposé, alors j'aurais jamais, voilà, je sais pas pourquoi on m'a proposé ça, mais en fait, c'était parce que de gens qui connaissent ton nom à force d'avoir de contacté des gens au Canada, etc., où j'ai pu aller participer à rencontrer des chanteuses inuites dans un projet musical interculturel au Québec, et c'était juste fantastique d'être avec cette équipe, de tisser des liens avec les chanteuses de gorge et de communiquer avec elles. Enfin voilà, parce que c'était interdisciplinaire de parler de l'Arctique d'un point de vue climatique, mais aussi culturel. Et ça, je me retrouve totalement dans ce genre de projet. Donc même si c'est un projet comme ça qui vient, c'est un cadeau quand même. Là, de ce que tu dis, on a le sentiment que ton parcours de vie est pas vraiment rythmé par tes choix uniquement. Il y a un moment, il y a l'univers aussi qui prend les choses en main Oui, oui. et tu décides pas. Oui, complètement. C'est en fait, maintenant, je crois pas mal de choses comme ça. Là, on parle loi de l'attraction, de vibration. En tout cas, c'est plus je pense qu'on lance des envies qu'on a. Et alors, de plus en plus, je le vois parce qu'il faut faire attention aux envies qu'on a aussi, parce qu'après, elles retombent vers nous, mais c'est plus forcément au même moment. Et des fois, on dit non à des choses qui arrivent peut-être 3 ans plus tard, auxquelles on aurait dit oui quand on les cherchait et qui là ne sont plus présentes. Mais que c'est vrai que quand on a des envies très fortes, en fait, c'est tout simplement qu'aussi on contacte les bonnes personnes à ce moment-là, on ouvre des portes qu'il faut, et si elles sont pas forcément disponibles à ce moment-là, en fait, il y a toujours un moment où on se rend compte après au fil des années qu'on a un retour de ce qu'on cherchait à ces moments-là, d'une manière inattendue. Et donc oui, l'univers aime bien jouer à ça aussi, quoi. Donc il faut aussi garder la foi sur le fait que là, il se réalise pas forcément tout de suite, mais si c'est quelque chose de profond en nous et qu'on continue d'œuvrer dans ce sens parfois, de lancer des perches quand on a la motive, ça finit souvent par retomber quand même. Tu citais tout à l'heure des noms de directeurs de recherche, de scientifiques hommes, et d'être une femme scientifique. Est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier ou ça a jamais été un sujet pour toi? Non, ça n'a jamais été un sujet. Il y a Valérie Masson-Delmotte, par exemple, pour donner un exemple, qui est quand même la plus grande climatologue en France, je pense. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes dans la recherche scientifique. C'est sûr que pendant mes études, c'était plutôt des classes de garçons et que pendant l'hivernage en Antarctique, par exemple, on était seulement 4 femmes. Ce qui était déjà une avancée, puisqu'il y a encore pas si longtemps, il n'y en avait aucune. Donc ça reste minoritaire dans les régions polaires, mais on voit que ça change quand même. Même au niveau des guides, les premières années où j'ai commencé à travailler sur les bateaux, c'était extrêmement masculin. Et maintenant, on se retrouve parfois avec des équipes de guides d'expédition qui sont presque majoritairement féminines, quoi. Donc là aussi, il y a vraiment une évolution. Mais ça m'a pas posé de problème, en tout cas, particulier. À part que c'est quand même un domaine, oui, qui reste encore très masculin dans la majorité des chercheurs, etc. Tout à l'heure, on parlait de ton expérience pendant 1 an en Terre Adélie, pendant tes études. Est-ce que tu pourrais nous décrire s'il y a des choses qui t'ont marqué quand tu es revenu après avoir vécu cette expérience de notre société? Pas vraiment. Enfin, c'est sûr qu'on est marqué, mais on s'en rend pas compte tout de suite. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui, à long terme, on se met après à se replonger dans les souvenirs. Mais quand on rentre, là, je suis pas rentrée tout de suite parce que je le sentais pas de rentrer tout de suite chez moi. Donc, en général, beaucoup d'hivernants font un sas d'abord d'aller voyager, puisqu'en plus, on a la chance de pouvoir voyager où on veut en rentrant. Donc moi, je suis restée 2 mois en Asie. Je connaissais pas l'Asie, donc voilà, je suis restée avec mon sac à dos pendant 2 mois en Asie, jusqu'au moment où je sens que là, je commençais à vraiment fatiguer, qu'il était temps de rentrer, donc j'étais contente de le faire. Et puis, on se rend compte surtout, 1 année, c'est rien du tout. En fait, c'est pas différent de tous les gens qui vont faire ensuite des post-docs partout dans le monde. Ils habitent loin de chez eux, et quand tu rentres, tu te rends surtout compte qu'en 1 an, absolument rien ne change, que toi, t'as vécu des trucs de dingue, mais que quand tu rentres dans la maison, les habitudes sont exactement les mêmes que quand t'es parti, que voilà, les bols sont rangés au même endroit, les gens s'assiedent au même endroit, enfin, tu vois, il y a rien qui a bougé, quoi. Et après, c'est sûr qu'il faut reprendre le fil, mais je le sens à chaque voyage, le retour, j'ai toujours besoin d'un sas, quand même, d'une bulle, pour se remettre, et que de plus en plus, on supporte de moins en moins le bruit, besoin de plus en plus, souvent quand même de calme, de bulle. Et inversement, j'apprécie à fond quand tu pars 2 mois, c'est très bête, mais tu vois, et c'était le cas en rentrant. Et mon grand plaisir, ça a été de pouvoir faire les magasins, de pouvoir retrouver une énergie de ville avec beaucoup de monde, voilà, une énergie. C'est positif aussi, les énergies de ville avec les gens partout dans les rues, ça fait du bien aussi, quoi. Est-ce que tu recherches une stabilité à chaque fois que tu vas dans un endroit différent?
Ou est-ce qu'au contraire, c'est une fois que la stabilité, la routine s'installe, tu te dis il est temps de partir, d'aller voir ailleurs? Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai un peu ce regret justement à part l'hivernage, de pas avoir réussi là encore à m'organiser pour aller vivre à l'étranger des expériences plus longues comme ça. Quand je suis sur un navire, c'est différent. Je suis là pour le travail, c'est un rythme saisonnier. Je suis pas du tout dans une stabilité. Enfin, je suis dans un quotidien de travail, on va dire. Et quand je voyageais, pour moi, j'étais plus en mode nomade, changer un peu tous les jours. Donc finalement, et j'aime, dès qu'on passe 3-4 jours à un endroit, on apprécie de commencer à justement bien connaître, à se sentir plus stable. Mais je pense qu'effectivement, la stabilité, c'est plus de creuser la découverte d'un endroit jusqu'à ce que soit on est bien, on y reste, soit on en a fait le tour, on va ailleurs. Donc là, tu bouges énormément dans le cadre des conférences que tu peux animer ou des expériences que tu vis. Comment est-ce que tu fais pour gérer tes relations personnelles avec tes amis, enfin d'avoir sans cesse cette instabilité qui fait que tu vas être loin, que tu vas partir longtemps? Est-ce que c'est pas compliqué parfois? Bah si, c'est sûr. Moi, j'ai même pas encore trouvé assez de stabilité en France là pour pouvoir vraiment apprécier justement quand je rentre. Là, c'est vraiment mon objectif numéro 1 au niveau du logement, etc. Donc finalement, quand je suis ici, bah, je bouge beaucoup en France parce que bah, mes amis, comme tout le monde, ils sont éparpillés un peu partout. Donc bah, j'arrive à aller les voir quand même régulièrement, même si c'est espacé. Et puis, je pense après c'est important d'avoir c'est ça là, qui à construire, c'est vraiment d'avoir un camp de base au moins, comme on dit parfois, où on retrouve tous nos repères quand on rentre, où on a nos affaires, où on a nos amis, où on a notre quotidien, on a vraiment des repères ancrés. Puisqu'il y a un repos aussi, et puis une connexion à la société nécessaire, mais c'est tout ce qui est difficile à construire. Mais après, on apprend aussi soi-même à être stable dans le déplacement, j'ai envie de dire, à savoir les habitudes qui nous font du bien, à savoir se reposer, à savoir ce qui nous ressource assez rapidement, justement, d'aller marcher. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce que ça fait de voir des aurores boréales? Bah c'est impressionnant. C'est-à-dire que à la fois au début, bah, on peut être surpris quand on sait pas. Par exemple, on voit toujours les photos très vives des aurores boréales et tout. En fait, on sait que c'est pas du tout ce qu'on voit à l'œil nu. On voit très peu de couleurs comparé aux photos. C'est vraiment l'appareil photo qui révèle les couleurs. Donc après, c'est plus le jeu va être de prendre la photo et de découvrir sur la photo ce que ça donne en réalité, entre guillemets. Mais ça peut être aussi vraiment impressionnant dans le mouvement parce que ça va prendre tout le ciel et c'est un mouvement qui peut être très rapide mais très silencieux parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir des mouvements silencieux. Je trouve que c'est ça qui marque le plus. Donc c'est science-fiction quoi. C'est magnifique. Enfin c'est hors du commun, je pense, à travers ça. Ça peut être vraiment une grande échelle dans tout le ciel et puis quelque chose de vivant mais qui fait pas de bruit quoi. Et encore sur la question du ressenti, qu'est-ce que ça te fait de te retrouver face à une immensité de glace qui peut avoir l'air très austère, où tu as l'impression que la vie n'a pas sa place? Qu'est-ce que ça te fait d'être face à ça? Bah, c'est à la fois magique et, comme tu dis, impressionnant, quoi. Donc, on sait que le danger est toujours là, on y va pas à pas. Et en même temps, sur la banquise, par exemple, j'ai toujours senti vraiment en sécurité. Autant je me sens pas du tout en sécurité à côté de glaciers qui vont être actifs en vélage, tout ça. C'est dangereux et je le ressens. Donc, je vais pas rester proche, je vais toujours vraiment faire attention. Autant sur la banquise, alors que je pensais justement, c'était une de mes inquiétudes en allant hiverner, parce que j'étais jamais allée sur la banquise de ma vie. Je me disais, mais tu te rends compte, tu vas devoir marcher sur la banquise pendant 1 an. Si dès le début t'as peur, comment tu fais? Parce que tu marches sur un truc qui est pas épais du tout, avec de l'eau en dessous. Et en fait, pas du tout. C'est quelque chose de vraiment instinctif. Et tout de suite, on se sent bien et je trouve ça magique, en fait. Enfin, c'est vraiment agréable. Et même s'il n'y a pas beaucoup de vie, en fait, il y a quand même de la vie toujours sur la glace. Hein. Alors, pas quand on est sur une calotte glaciaire, c'est différent, mais au niveau de la banquise, il y a toujours des oiseaux. Enfin, on sait qu'il y a l'océan en dessous, qu'il y a des algues, qu'il y a des phoques, qu'il y a quand même des choses qui se passent. Est-ce que on pourrait aborder la notion de sauvage avec toi? Parce que tu parles de ces environnements austères dans lesquels il faut un équipement particulier, on n'est absolument pas dans notre milieu de prédilection. Donc finalement, on essaie de se mettre une distance avec la nature brute. Et en même temps, tu dis qu'il y a un certain instinct, c'est assez instinctif d'y être. Quel est ce rapport de l'homme à la nature et au sauvage et à l'adaptation peut-être? Moi, ça dépend vraiment des personnes. Moi, comme je disais tout à l'heure, je suis pas du tout une aventurière qui va... Enfin voilà, il y a
on a assez d'explorateurs autour de nous qui font des challenges de dingue. Là, je pense à Mathieu Torder, par exemple, qui lui, son truc, c'est vraiment ça, et d'aller traverser l'Antarctique en poulka et tout. Je trouve ça, enfin, moi, je les admire, je trouve ça formidable, justement, d'avoir ce courage de se confronter seul au sauvage, etc. Mais j'ai pas été formée à ça. C'était plutôt toujours des milieux sécuritaires. Donc, finalement, c'est dépasser ses limites à chaque fois. Et c'est sûr que j'ai dû me faire violence parce que justement, quand t'es plutôt trouillard ou pas tant téméraire que ça à la base et que tu dois partir faire des choses comme ça, au début t'as peur, hein, clairement. Enfin, moi j'ai souvent peur. Hein. Donc après, il y a des limites que tu vas dépasser et d'autres que tu vas pas vouloir dépasser. Donc, et petit à petit, t'apprends à prendre confiance en connaissant les milieux de plus en plus, à savoir repérer quand est-ce que ça craint pas, quand est-ce que ça va être dangereux. Et donc, justement, quand on sait après qu'on va être en sécurité sous certaines conditions, on va oser aller plus loin. Donc, le sauvage, il s'apprivoise, sachant qu'aujourd'hui, je pense les gens étant justement plus souvent, on est très entouré de sécurité, on veut toujours tout sécuriser, on a plus de peur qu'avant, voilà. Et alors que les populations qui vivent sur place dans ces milieux sauvages, ils ont l'habitude parce qu'ils ont le ressenti des conditions, ils savent beaucoup plus que nous quand c'est dangereux, quand ça l'est pas, donc ils osent plus aller vivre en contact avec le sauvage et savoir s'adapter justement aux conditions. Et donc nous, le danger aujourd'hui, c'est qu'en ayant beaucoup moins cette connaissance parce que on se coupe de plus en plus de la nature, on se met en danger aussi plus facilement finalement parce que c'est moins repérer les dangers, ou alors on va en avoir plus peur que nécessaire. Comment se passent tes conférences que tu fais un peu partout en France ou même ailleurs dans le monde? Et qu'est-ce que tu délivres aux gens comme message ou comme conseil peut-être, je sais pas. Et quelle est leur réaction aussi Ça dépend les thématiques. J'en fais dans différents cadres avec pour différentes demandes. Donc c'est sûr qu'on délivre pas les mêmes messages quand on va dans une école, quand on est sur un bateau de croisière ou quand on est devant une grande entreprise d'éolien, là comme c'était le cas dernièrement. Donc il y a des conférences qui sont là vraiment pour parler des demandes de plus en plus pour parler du climat, parce que en France, on commence à s'inquiéter aussi des conséquences du changement climatique en France, et donc les gens commencent à avoir envie, il est temps, mais de vraiment comprendre ce qui leur arrive, ce qui va leur arriver, pourquoi, alors que ça fait un moment qu'on essaye d'expliquer. Donc il va y avoir un message à la fois clair sur la réalité de l'urgence et la gravité en fait du changement climatique pour que les gens ne se voilent pas la face ou ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas l'information qu'il faut agir aujourd'hui. Et ensuite, on essaie de pas être catastrophique aussi, d'aller vers l'émerveillement, justement, de montrer qu'il y a encore des choses à faire, qu'on peut, au contraire, il y a plein de choses à sauver et que l'objectif aujourd'hui, c'est ça, que co-construire un beau monde pour demain, c'est l'objectif et que c'est réalisable, mais qu'il faut en avoir l'envie et mettre les moyens dans ce sens-là, quoi. Est-ce que tu as des exemples en tête, peut-être de réactions qui t'ont marqué chez les personnes avec qui tu as pu partager tes expériences? On se rend compte que justement, moi je suis encore étonnée de voir que même dans les grandes entreprises, etc., il y a encore des gens qui découvrent ce que je leur raconte alors que je vais parler de choses générales sur le fonctionnement climatique. On pense qu'aujourd'hui tout le monde devrait savoir comme une base de connaissances. Et j'aimerais aller dans ce sens, j'aimerais travailler plus un jour si je trouve l'opportunité au niveau de la formation des médias ou de mise à niveau de connaissances vraiment du plus de monde possible sur ce qu'est le climat. Et donc de gens qui découvrent, qui tombent un peu des nues sur ce qu'on leur dit alors que pourtant l'information on l'a toute la journée. Et voilà, on se dit il y a vraiment encore un besoin de ce côté-là. Et puis après non, au niveau des jeunes, j'essaie plus de motiver justement les jeunes à leur donner cette envie, poursuivre leur rêve d'exploration, de nature. En général, ils sont déjà très sensibilisés aujourd'hui. Donc... Est-ce que ce que tu vois ou ce que tu vis en ce moment, ça te donne espoir globalement, ou parfois est-ce qu'il n'y a pas des moments de doute, et comment est-ce que tu gères ces doutes? Si, c'est sûr que le monde en ce moment, j'essaye de pas trop regarder les infos, juste ce qu'il faut. Tout ce qu'on voit, c'est négatif, et de toute façon, on nous montre que le négatif, la majorité des médias sont négatifs. Donc en fait, moi, je me coupe beaucoup. Je suis assez dans une bulle quand même. J'essaie de me couper pas mal de tout ça. Peut-être, alors c'est à la fois une fuite, mais c'est aussi une préservation. Si on veut garder la joie du vivant, de la nature, des belles choses qui se font, de se tourner à la majeure partie du temps vers ce qui nous intéresse, vers ce qui se fait de passionnant, de positif. Et c'est sûr que quand je vois l'évolution industrielle du monde, philosophique, comment les gens fonctionnent, c'est pas
ça donne pas espoir, hein. Donc après, il faut, voilà, l'espoir, il est auprès des personnes qui, elles, vont dans le bon sens et qui vont construire des nouvelles choses qui ont l'air d'aller dans le bon sens. Ben, voilà, de se tourner vers ça et de se dire qu'à un moment, il y aura peut-être un basculement, que ces personnes-là seront majoritaires. Je pense que l'espoir, je pense qu'il vient aussi quand on voit la résilience de la nature, on se dit que elle s'adapte quand même à tout. Donc ça mérite qu'on donne un coup de pouce et je pense que la planète sera toujours là. Après, c'est plus nous quand on sera pas forcément là. Mais est-ce que c'est vraiment un problème pour la planète? J'en suis pas sûre. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est plus l'impact sur la biodiversité que nous, on a. C'est pas normal. Et du coup, l'être humain a aussi cette capacité d'adaptation qui est assez remarquable, dans le très bon sens comme dans le mauvais sens, en fait. Oui, mais en ce moment, je suis en train de lire le livre de l'espoir de Jane Goodall. J'avais pas encore lu, qui est fabuleux là-dessus. Alors, si vous voulez retrouver justement plein d'informations vraiment très intéressantes et utiles et qui donnent de l'espoir, enfin qui parlent beaucoup justement de pourquoi, de quel espoir on a sur effectivement la résilience de la nature, sur l'évolution de l'humain et en parlant de son expérience. Selon toi, quel est le moyen de rendre audibles les messages de transition qu'il faut opérer maintenant pour faire face aux enjeux qui sont indéniables? Comment est-ce qu'on fait prendre conscience à des personnes qui sont pas sensibilisées à ça qu'il faut agir? Je crois qu'aujourd'hui, si on veut vraiment convaincre, parce que tout va passer par la politique, c'est-à-dire que là, l'urgence est là et c'est très dur au point de vue individuel de soi-même. Enfin, même si on fait les efforts, les gens sensibilisés font des efforts pour vivre de manière de plus en plus écologique, c'est pas du tout la majorité et l'élément principal est avant tout l'économie. On a besoin de lois qui imposent des choses aujourd'hui dans ce sens et qui font suivre une économie qui va permettre de vivre ainsi. Et donc, les décideurs et ceux qui influent le plus, ça va être avant tout les gens qui œuvrent avant tout de manière économique, c'est-à-dire qui ont besoin que l'argent qui tombe aille dans ce sens. Donc, ça va être de motiver des décisions pour mettre l'argent où il faut et de convaincre ceux qui voient l'argent avant tout que c'est avant tout vital pour eux. Que s'ils vont pas aujourd'hui agir dans un sens écologique, ça va leur coûter beaucoup plus cher dans l'avenir. On le sait, hein, que toutes les solutions coûtent moins cher. Plus elles sont prises tôt, moins elles coûtent cher et plus elles vont être efficaces vite. Plus on attend, plus ça va coûter cher, moins ça va être efficace. Donc à un moment, ils s'y retrouveront plus. Et en plus, ils mettent leur vie en danger. Moi, j'ai pas trop d'espoir, malheureusement, aujourd'hui, sur le fait que... Enfin, on le voit, alors maintenant, les événements graves se mettent à arriver, donc les gens se réveillent, et que l'humain... Voilà, on a quand même pas mal d'œillères dans notre société de consommation. On a de plus en plus été élevé comme ça, à être individualiste, à voir au jour le jour. Et pour tout le monde, hein, c'est difficile à voir la première. C'est dur tous les jours de pas penser à ce qu'on a, enfin voilà, à départager nos envies et ce qui est bien de faire. Et si on nous force pas quelque part d'abord la main pour prendre des nouvelles habitudes, des nouvelles philosophies de vie aussi, parce que c'est avant tout une philosophie, on va pas changer de vie, de façon de vivre du jour au lendemain si on nous aide pas à avoir cette philosophie. Et si on nous aide pas en nous forçant aussi la main quelque part sur des nouvelles actions dont on va faire nos nouvelles habitudes jusqu'à voir qu'elles sont meilleures pour nous. Et oui, moi je disais, j'ai souvent pas trop d'espoir sur le fait que les gens, tant que leur vie à eux ou à leurs proches est pas en danger, ils ont du mal à passer à l'action quand même, quoi. Tu nous as parlé de tes rêves d'enfance, en tout cas, où tu pouvais éventuellement être astronaute ou des choses comme ça. Aujourd'hui, quels sont tes rêves? C'est un nouveau questionnement, justement. Là, je trouve que ces derniers temps, j'ai un peu trop de confusion. Et des fois, on a besoin aussi falloir prendre du temps pour redéfinir, parce que j'ai beaucoup évolué aussi dans mes activités. Besoin de refaire le point sur aujourd'hui ce qui va être prioritaire, ce qui me plaît vraiment, vers quoi j'ai envie de mettre mon énergie. Redéfinir des nouveaux rêves. Donc, il y en a toujours plein, hein, des envies. Je suis pas privée de rêves, hein. Ça peut être à la fois des endroits à voir, des activités à faire, des livres à écrire, ou exercer un nouveau métier, ou en tout cas construire quelque chose de nouveau. Je pense que oui. Si les rêveurs d'Atlas devaient rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Je voulais y réfléchir pour vous conseiller des gens plus tard, mais je pense que j'aurai forcément des noms à vous donner là comme ça. Si, voilà, une personne qu'il faut absolument que vous ayez, mais vous n'êtes pas près de la voir parce qu'elle est partie en Italie pour plusieurs années. C'est Linda Bortoleto. Et c'est une des personnes qui m'a beaucoup apporté, qui est
une personne qui a changé de vie complètement et qui est partie. C'est une grande aventurière qui, pour le coup, est une femme qui voyage seule, qui a traversé presque le monde entier et des environnements extrêmement sauvages à pied, et qui a écrit plusieurs livres déjà et qui fait tout un cheminement dans la spiritualité. Donc, qui aujourd'hui est devenue aussi prof de yoga et de méditation, qui voit beaucoup dans le monde du sensible et qui à la fois est une grosse aventurière, très terre à terre, qui est juste fantastique. Vous pouvez la suivre déjà sur les réseaux parce qu'elle partage beaucoup. Donc là, elle a décidé l'année dernière qu'elle partait traverser l'Italie à pied pour, ça va vous plaire, pour remontrer la beauté. Et comme c'est la Bella Italia, la Vita et Bella, donc elle traverse tout là. Elle a déjà fait 1500 km en 3 mois. Elle dort dehors quasiment, ou là où on l'accueille. Et elle suit les chemins de spiritualité aussi. Il y a une phrase qu'on aime beaucoup avec Pat, d'Oscar Wilde, qui disait que vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette phrase? C'est totalement ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, moi aussi, j'étais dans la machine où, en fait, quand on est vraiment pris par la société d'aujourd'hui, on oublie totalement de vivre en conscience, en fait. Et c'est vraiment après, en m'intéressant au bouddhisme, en commençant à faire du yoga, en commençant à faire des retraites, un peu méditation, que j'ai reconnecté aussi. Avec, aujourd'hui, on en parle de plus en plus et heureusement, je pense que ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui donne de l'espoir dans les outils, en tout cas utiles pour mieux vivre demain, de renourrir ces pratiques qui permettent d'être conscient qu'on vit tous les jours et de se rappeler tous les matins qu'en fait, voilà, maintenant, il y a aussi des phrases comme ça qui m'ont marqué, où je me dis, il faut se les répéter, celles-là, pour ressortir un peu de tes ruminations, parce qu'on a tendance à beaucoup ruminer, à beaucoup voir notre vie quotidienne dans le matérialisme, dans les problèmes, etc. Mais aussi de se redire le matin, attends, avant de me prendre la tête, je suis avant tout vivant. Quelle expérience j'ai envie de faire d'aujourd'hui? Prendre ça aussi comme un jeu. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Pas être trop dans la gravité des faits qui arrivent quand il y a des choses qui vont pas. De travailler dans cette philosophie un peu bouddhiste qui permet justement de vivre et pas que d'exister, d'être un robot en fait. Et aujourd'hui, le danger principal, quand on dit on est déconnecté, c'est d'être des robots et de pas être conscient de la chance d'être vivant justement. Merci beaucoup. Merci Daphné. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et poursuivre la réflexion. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.